de l'euro aujourd'hui. Vous aussi, vous allez me manquer. Et je dois vous dire qu'on a passé une année fabuleuse et que bah, si vous voulez organiser quelque chose, un restaurant ou que sais-je, pour que nous puissions avoir l'occasion de mieux se connaître, ça sera avec plaisir. Vraiment, j'ai passé une année extraordinaire avec vous. J'apprécie énormément ce groupe et je prédis que l'année prochaine, il y aura le double, puis le triple, puis il faudra pousser les murs. Mais déjà, vraiment, c'est un groupe extraordinaire. Alors là, vraiment, en termes de natalité, vous êtes juste absolument phénoménal, je dois vous dire. Et ce sont mes auditeurs préférés. Ces grands yeux bleus, là, à chaque fois qu'ils me regardent, ultra intéressés, ouais, je trouve ça génial. Alors, pour la dernière, on a préparé quoi? On a préparé la parashat Shlach Lecha. Le titre, vous avez vu, il s'appelle « Même pas peur », parce qu'on va essayer, dans cette paracha, d'avoir « Même pas peur ». On contextualise cette paracha. Cette paracha intervient la semaine dernière, on est devenu le peuple le plus râleur de tous les temps, vous vous souvenez? Puisqu'on a râlé de recevoir la manne pourtant, une nourriture céleste. On n'en veut plus, il y a eu l'épisode des cailles, il y a eu l'épisode des mots déplacés, si j'ose dire, de Myriam. Bref, aujourd'hui, dans la paracha de Shlach Lecha, nous sommes dans une paracha où on est de façon extraordinaire à peine 11 jours de route, 11 jours de voyage de Eretz Israël. La terre où coule le lait, le miel, la terre où vous allez enfin avoir votre autonomie nationale. Vous êtes déjà un peuple, 12 tribus, vous êtes liés. Vous êtes, à part que vous êtes liés par le sang, vous êtes liés de façon morale et de façon intellectuelle, parce que vous avez tous reçu la Torah au même moment. Vous êtes un peuple, il vous manque juste une terre, en route vers cette terre. Plus que 11 jours, et on y est, Eretz Kenaan. Et dans cette paracha, malheureusement, va intervenir le plus grand ratage de tous les temps. On est dans une paracha qui est extrêmement difficile, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire pour la dernière une ambiance tchabab, quoique on est dans la paracha de Tisha B'Av. C'est dans cette paracha que le premier événement marquant de Tisha B'Av, le 9 Av, va avoir lieu. Vous allez me dire, bizarre, ils sont à 11 jours d'Eretz Israël, ils ont reçu la Torah il y a 1 an et quelques. C'est pas Tisha B'Av, si je me rappelle de mes cours d'histoire. Tisha B'Av, c'est la destruction du premier et du deuxième temple. Donc ça va être dans quelques 800 et quelques années, 900 et quelques années, puisque pendant 350 ans, ils seront en Eretz Israël sans temple. Ensuite, Shlomo HaMelech va construire le temple. Il va rester en fonction 420 ans. Et ensuite, il va être détruit le jour du 9 Av. Donc, qu'est-ce que tu me racontes 900 ans avant que c'est Tisha B'Av? Si, cette semaine, dans Parashat Shlach Lecha, c'est une paracha d'une tristesse absolue. Quand le Chazan va lire à la Torah, tu as presque envie de l'arrêter, de lui dire stop, je t'en supplie, continue pas les psukim, juste que ça n'ait pas lieu, cet événement, juste que ça n'ait pas lieu. Quel événement? L'événement des explorateurs, qui vont partir 40 jours, à juste titre. À juste titre, on va explorer une terre qu'on s'apprête à conquérir, bien sûr, c'est normal, c'est tout à fait naturel. Même si nous sommes un peuple qui vivons avec des miracles depuis la sortie d'Égypte, en arrivant en Eretz Israël, il va bien falloir s'adapter à une vie naturelle normale, et c'est certainement qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider, mais nous avons l'obligation de faire ce qu'on appelle la Ishtadlut, c'est-à-dire nous avons l'obligation d'aller espionner, repérer, d'avoir un commando d'élite qui va, exactement comme Hatzal aujourd'hui, qui va aller espionner et repérer les failles chez l'ennemi. Dans cette paracha, si je pouvais vous la résumer, c'est la paracha où le peuple juif passe à côté de la plus belle occasion de tous ces temps. C'est quand tu passes à côté de la plus belle proposition de Chidour, la plus belle proposition d'embauche, un appartement de rêve qu'on te propose et comme une imbécile Hamara, tu passes à côté, tu dis non, j'ai peur de le rencontrer, non, j'ai peur d'y aller. Et si il avait des défauts cachés, si c'était un ancien dealer, et s'il y avait des vices cachés dans cet appartement, et si... Il peut toujours y avoir des choses. On ne peut pas valider le zéro, le risque zéro n'existe pas.
On le sait. Donc on est dans une paracha où tu as la plus belle occasion de toute ta vie. La plus belle. Comprenez-moi, si les explorateurs avaient fait un compte-rendu positif d'Eretz Israël et si on était rentré à ce moment-là en Eretz Israël, c'est le temple définitif qui aurait été construit et on n'aurait pas eu les 2000 ans d'exil que nous vivons, quoi qu'on soit déjà dans un processus de Mashiach. On attend le Mashiach, mais le processus est enclenché puisque, de façon absolument miraculeuse, Akadosh Baruch Hu nous a donné en 1948 l'État d'Israël, puis de façon encore plus miraculeuse en 1967 le Har Moria, le mont Moria. Donc le processus est bien entendu enclenché, mais nous ne sommes pas encore complètement. La galoute, l'exil n'est pas complètement terminé et bien sûr les 2000 ans de souffrance absolue qu'il y a eu derrière nous sont dus à la faute des explorateurs qui vont dire du mal d'Israël, qui vont dire une terre qui mange ses habitants. C'est une paracha où nous-mêmes, on peut se poser la question, ok, et moi dans la vie, quand j'ai une occasion de rêve qui est présentée à moi, comment faire pour ne pas passer à côté? Comment faire pour ne pas dire c'est une terre qui mange ses habitants, ça va être horrible, comment je vais faire pour m'en sortir? Et si? Comment je fais pour avoir le courage d'avancer? C'est ça qui manque dans cette paracha. C'est le courage d'avancer. On va essayer de trouver dans cette paracha ensemble aujourd'hui la capacité à ne pas être envahi par la peur, la capacité d'avoir le courage d'avancer, quelle que soit la croisée des chemins dans laquelle on se trouve, il faut avancer, il faut avoir une confiance. Et la paracha nous donne à la fois, nous raconte la difficulté que vivent les Bnei Israël, et à la fois nous dit forcément la réparation qui peut nous donner la force et le courage d'avancer. On y va, vous êtes prêtes? Tout d'abord, on va parler des femmes, forcément. Pourquoi on va parler des femmes? Parce que je dois vous dire que si cette paracha, c'est une paracha où tu vois le peuple d'Israël, Vaïfku ha'am balayla hazeh, tous ils se mettent à pleurer, ils tremblent, on ne veut pas y aller, Lou matnu b'mitzrayim, si seulement on était mort en Égypte et on n'avait pas traversé cette horreur. Ils ont peur, ils flippent, ils tremblent dans cette paracha. Qui c'est qui n'a pas peur? Du tout. Les femmes. Toutes les femmes du peuple juif nous précisent, les midrashim, les mefarshim nous précisent, aucune femme, aucune, nous qui avons la réputation d'être peureuses, hystériques, ah il y a une araignée, il y a un cafard, viens m'aider. Ça c'est pour faire ambiance, c'est pour l'obliger à s'occuper de nous quand il ne s'occupe pas. Mais en vrai, de vrai, dans les vrais enjeux de la vie, ici, tous les mefarshim précisent que la génération dans 40 ans qui va rentrer en Israël, c'est une génération ultra majoritairement féminine, puisque tous les hommes qui ont pleuré cette fameuse nuit du 9 Av vont mourir chaque année, le 9 Av, chaque année vont mourir, ils vont creuser une tombe, ils vont tous s'allonger, une partie va se lever, une partie ne va pas se lever, c'est assez horrible, mais c'est comme ça que ça a eu lieu, jusqu'à la 40e année. À la 40e année, il y a des tonnes de femmes, et la nouvelle génération d'hommes qui va rentrer en Eretz Israël. Les femmes n'ont pas pleuré, les femmes n'ont pas eu peur. Et je dois vous préciser que c'est un petit peu quelque chose de très répétitif dans toute la Torah, dans toute la Bible, où tu vois à chaque fois que le personnage féminin principal est un personnage ultra courageux, à côté d'un personnage masculin qui souvent tremble et a peur. On voit Yitzhak qui a extrêmement peur. On voit Yaakov qui a extrêmement peur aussi de sa rencontre avec Esav. C'est écrit clairement, Vaïra Yaakov Meot, Vaïtserlo. Il y a plusieurs termes qui sont expliqués pour parler de la peur des Avot. Les Imaot, les unes après les autres. On dit, mais comment elles font? Tranquille, détente. Rivka, petite gamine, tu veux me suivre, on va aller là-bas super loin en Canaan, je vais te marier avec quelqu'un qui est de ta famille mais que tu ne connais pas. Les parents de Rivka qui disent, mais même pas en rêve, elle ne va pas te suivre. Ok, je dis, proposez-lui, vous allez voir. Neller, c'est tout. On y va. Go, on part quand? Dans 5 minutes? Allez, j'arrive. Tranquille. Rivka, on peut dire même après, Sarah, qui est prise par Paro, à aucun moment, et par Avimelech, à aucun moment on te raconte qu'elle a peur. Rivka, plus tard, quand elle décide de changer les brachot entre ses deux fils, Yaakov, il tremble. Il dit, maman, on ne peut pas faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'elle répond? Alaï, je le prends sur moi. Comment t'as cette force? Plus tard, Rachel et Léa, qui décident justement, Rachel décide de laisser passer Léa, elle prend une décision qui est fondamentale à l'échelle du peuple juif entier.
du peuple juif, puisque les 12 tribus, du coup, ne descendront pas d'une seule matriarche, mais des deux, de Rachel et de Léa. Tranquille, tout est tranquille. Yaakov ne le vit pas aussi tranquillement, mais on a la sensation que les enjeux les plus importants et les décisions les plus fondamentales, donner la bracha à Yaakov ou Esav, partir se marier avec Yitzhak, tous ces enjeux, on a l'impression qu'elles les vivent d'une façon, j'ai presque envie de dire, naturelle. Plus tard, on voit le même courage à propos de Myriam, la sœur de Moshe, qui se propose de surveiller le petit couffin de Moshe. Elle se met en danger de mort quand même. On n'a pas le droit de faire ça. Batia, qui va sortir ce couffin, etc., etc. La semaine prochaine, on ne sera pas là la semaine prochaine. La semaine prochaine, si je vous avais fait cours, je vous aurais fait un méga giga cours sur qui? Sur une femme qui s'appelle la femme de On Ben Pellet. Vous regarderez sur Internet. La femme de On Ben Pellet, un courage. Elle l'a sauvée de la dispute avec Korach. Alors que... Bref, donc on a des femmes ultra fortes et courageuses tout au long. À l'échelle individuelle et à l'échelle collective. À l'échelle collective, Vaudor, premier grand ratage de l'histoire juive. Vaudor, écoute Fortuné, il faut que tu m'amènes tout de suite tous tes bijoux, parce que je t'explique, on va faire un Vaudor, parce que je t'explique, c'est horrible ce qui arrive. Moshe, il est là-haut dans le Sinaï, ça fait 40 jours, 40 nuits sans boire ni manger. Tu veux que je te dise, à mon avis, il nous a abandonnés. Ça y est, on n'a plus de guide. Vite, il nous faut un guide. Le Vaudor, je vous la fais ultra. Hein. Et qu'est-ce qu'elle dit? T'as rêvé? Tu as touché à mes bijoux? Alors que les bijoux, c'est pas qu'elles adorent leurs bijoux. Aussi, c'est vrai qu'on aime les bijoux. Mais c'est pas ça, c'est que bientôt, quand on va construire le Mishkan et qu'on demande des bijoux, elles vont vider le coffre-fort. Pour le Vaudor, elle dit, mais tu crois que Moshe t'a abandonné? Mais quoi? Un peu de retard, quelques heures de retard, ça y est, tu trembles, c'est la fin du monde. On va aller voir ce qui se passe chez les chrétiens. Mais t'es dingue ou t'es dingue là? C'est pas possible. Et ensuite, le grand événement collectif, c'est celui-là, les explorateurs. Les explorateurs arrivent. Ils racontent au début, on avoue une terre phénoménale au niveau des fruits, au niveau de la production, au niveau de la richesse, les vallées, les montagnes, les mers, les fleuves, extraordinaires, exceptionnels. Mais, Eretz Ochelet Yoshvea. Vous voulez mourir? Vous y allez. C'est des géants. Les fruits sont géants. D'ailleurs, regardez, ils sont géants. Bon, c'est beau qu'ils soient géants. Oui, non, mais ils sont géants à l'échelle des hommes qui sont géants. Et puis, vous voulez savoir quoi? Partout où on allait, dans toutes les villes, expliquez-nous comment ça se fait qu'il y a des enterrements. Partout. Tout le monde est tout le temps en train de mourir. Dans chaque ville où on allait, on passait presque... C'est hyper facile de passer incognito. Vous savez pourquoi? Ils étaient tous occupés en train d'enterrer leurs morts. Ils arrivent, ils racontent ça, et en effet, tous vont pleurer, sauf les femmes. Et le kliyakar, je vous ai mis le kliyakar en hébreu et en français. Quand dans la Torah, il y a écrit Shlach lecha anashim, c'est le début de la paracha. Envoie lecha pour toi anashim. Se pose la question des commentateurs, envoie des hommes. C'est quoi lecha? Le kliyakar nous explique lecha al da'atra. Selon ton avis à toi, Moshe, dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, à ton avis, toi tu t'es dit qu'il fallait envoyer des hommes. Tu veux que je te donne mon avis? Tu aurais dû envoyer des femmes. Tu aurais dû envoyer des femmes pour explorer ce pays. Pourquoi? Dans les mots du Kliyaka, il eût été plus judicieux d'envoyer des femmes parce qu'elles ne diront pas du mal de la terre d'Israël. C'est cela qui est le lecha pour toi. À ton avis, ce sont des hommes. Ces hommes sont exemplaires. Ils étaient vraiment exemplaires. C'était des princes de chaque tribu et aiment cette terre. Mais mon avis est, dit Akadosh Baruch Hu, Kedai, il vaut mieux envoyer des femmes. Pourquoi? Mechavevot et haaretz, parce qu'elles aiment cette terre. Le premier élément que nous donne cette paracha, pour ne pas se laisser envahir par un sentiment, une sensation de peur qui te stoppe dans ton avancée, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de prendre des risques. Se marier, c'est prendre un risque. Monter une entreprise, c'est prendre un risque. On prend des risques tout au long. À chaque fois qu'on fait un choix, on prend un risque finalement. Nous dit ici le Kliyakar, tu sais qu'est-ce qui te permet d'avancer? Ce qui te permet d'avancer, c'est quand tu affectionnes, quand tu aimes. Quand tu aimes vraiment, vraiment, alors là, tu avances. Si j'aime, j'ai pas peur. Ou j'ai peur, mais c'est une peur que j'arrive à
contrôler. C'est pas une peur qui m'empêche, qui me coupe, qui m'éloigne de mon objectif. Je peux avancer. Pourquoi? Parce que j'aime. J'aime une jeune fille qui aime l'idée de se marier. Souvent, ça commence comme ça. J'aime l'idée que je vais être une kala et que ça commence très tôt. À l'âge de 4 ans, il faut la voir. Ma petite fille hier au mariage qui tournait dans tous les sens. Elle c'était la mariée. Je vous dis, c'était la mariée. Déjà, elle imaginait ce qu'elle serait. On a toutes fait ça. Et tant mieux. Et c'est très bien. Tu aimes l'idée de te marier, ce qui fait que à un moment, quand tu es devant un choix et que tu dis « et si, et si, et si », et les statistiques, oui, tu peux t'appuyer sur les statistiques. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'avancer, de prendre ce risque, en guillemets? C'est d'aimer. J'aime que mon enfant progresse. Je vais lui apprendre le vélo. Ah, s'il tombe, s'il se cache la jambe, j'aime. J'aime le fait qu'il progresse, j'aime le fait qu'il soit autonome, j'aime le fait qu'il se sente grand, qu'il se sente valorisé. Donc je vais prendre ce risque. Ça, c'est des exemples qui sont bénins, mais c'est juste pour vous dire, ici, le Kliakar me dit « Mechavevot ». Déjà, aimer fait que tu peux contrôler la peur. Tu peux la contrôler et qu'elle ne t'empêche pas d'avancer. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces explorateurs? Comment ça se fait qu'ils ont fait une faute aussi grande? Comprenez-moi, une faute qui a impliqué que jusqu'à aujourd'hui, toutes les années, le 9 av, on s'assoit par terre, on lit des keynotes de Tisha B'Av et on pleure. Chaque année, depuis tellement d'années, parce que vous êtes allés explorer, alors que vous étiez des princes, vous étiez des grands, vous êtes allés explorer une terre et vous avez raconté du mal de cette terre, vous avez fait pleurer le peuple, Vaifkwa Hambalayla Azeh. On en est là aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on en est là. Vous allez voir, on va voir ensemble toutes les conséquences, même dans les médias et même à l'échelle internationale aujourd'hui, par rapport à Israël. Le Israël actuel, on va en parler. Le prix de Sadiq me dit, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu tellement peur? Tu me racontes que c'est des gens géniaux. Tu me racontes que les femmes, elles, Akadosh Baruch Hu lui-même témoigne, elles seraient allées, elles auraient exploré, elles auraient dit, on y va. Les amis, allez, Yachon Nuchal, on va y aller, on va leur mettre une tannée, on va réussir, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Et alors, on a Akadosh Baruch Hu avec nous. Eux, c'est des princes. Eux, c'est des gens d'une stature extraordinaire. Et ils tremblent devant quelques géants. Et ils tremblent devant des villes fortifiées. Certes, elles étaient fortifiées, très fortifiées. C'était une armée puissante. Vous avez vécu quand même des miracles depuis l'Égypte. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous dit le prix de Sadiq, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Shlach lecha anashim. Il regarde les 3 dernières lettres de ces 3 mots-là. Et il constate que ces 3 lettres-là forment l'acrostiche Chacham. C'est vrai, c'était des Chacham. Ils étaient très intelligents. Ils avaient une faculté extraordinaire, rationnelle, de rationalisation. Et vous savez quoi, dit le prix de Sadiq? C'est ça qui les a perdus. Quand tu as trop de connaissances, quand tu veux tout rationaliser, quand tu veux mettre tous les paramètres et faire ton tableau Excel des plus et des moins, tu es fichu. La faute des explorateurs d'il y a plusieurs milliers d'années, vous savez comment je l'appelle à l'échelle actuelle du XXIe siècle? La faute des exploreurs. Le E. Explorer, Internet Explorer. Vous connaissez? Quand tu cliques et quand tu vas aller chercher à trouver et à voir et à savoir et à avoir 1,5 milliard de connaissances parce que tu as entendu le nom d'une maladie qui te fait flipper, et tu pourrais très bien l'oublier, mais tu dis je vais aller chercher sur Internet ce que c'est. Peut-être que mon symptôme, que j'ai eu 37,6 ce matin et qu'en même temps je me suis gratté le genou, peut-être que c'est ça. Alors tu vas chercher sur Internet Explorer et tu vas faire la faute des explorateurs. C'est quoi? Tu vas aller chercher tout ce qui existe et tout ce qui est écrit sur Internet là-dessus et tu vas avoir des connaissances comme ça et tu vas t'angoisser. Tu vas aller rien que prendre un cachet et t'allonger. Tout ce qui peut arriver, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel autre exemple je peux vous donner? Une maman, une jeune maman d'une vingtaine d'années qui accouche, elle y va comment? Détente, détente, tranquille, aucune conscience du danger, aucune conscience de l'angoisse concernant le petit, tranquille. Plus tu avances, plus tu as le 2e, 3e, 4e, plus tu approches de la quarantaine, voire plus, et plus tu dis, mais en fait, comment j'étais zen quand j'étais jeune? Comment je faisais? Mais en fait, c'est hyper angoissant. Mais en fait, voilà toutes les complications qui peuvent arriver. Et plus il y a des complications, plus tu as la connaissance des complications. Il y en a. Mais plus tu as la connaissance, plus
tu as peur. Le même accouchement, sans cette connaissance, tu aurais pu avoir la même peur? Non, tu n'as pas peur. Et inutile de vous dire que quand c'est la maman qui voit sa fille accoucher, encore plus, elle est encore plus consciente. Parce qu'à la limite, quand tu es acteur, tu es dans le move. Mais quand tu es spectateur, tu es là et juste t'imagines, et si ça se passe, et si ce truc, et si... Et vous savez que et plus on est médecin, et plus on connaît, et plus on a des raisons de s'angoisser. Donc à la limite, ici, le prix de Sadique te dit, à un moment, il ne faut pas tout rationaliser. À un moment, il ne faut peut-être pas prendre en compte tous les paramètres. C'est réel, réel. Ça existe, ça existe. Tu as envie de rationaliser les risques du mariage? On y va? Ok. Combien de pourcentage de couples divorcent? Imaginez la fille qui vous annonce ses fiançailles. Ils disent, ok, tu es consciente? Viens, je te montre sur Internet les risques. Alors, viens, je te montre les histoires qui se passent avec les avocats en cas de divorce. Non, mais viens, tu vas voir, tu vas voir. Non, il faut que tu saches quand même les risques. Il faut que tu comprennes, il faut que tu... Est-ce que tu as pris ta décision en connaissance de cause? Heureusement que non. Heureusement qu'il n'y a pas cette connaissance. Heureusement que tu n'as pas suivi pendant 30 ans des thérapies de couple violentes. Parce que sinon, en effet, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc, Raham, il dit, c'est pas une bonne idée. Des fois, il ne faut pas chercher à connaître tous les détails. Même dans une maladie. Lo Aleinu, on prie pour un enfant, n'essayez pas de connaître tous les détails. C'est pas la peine. De toute façon, il n'y a que la tefila. Et ce cours est évidemment dédié à la refoua chez les mains complètes, rapides. Bekarov de Nissi Michael Orel Ben Liba. On va qu'on entende de très bonnes nouvelles parce que En Od Milvado et tous les paramètres sont ce qu'ils sont. Mais on va voir aujourd'hui ensemble comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà des paramètres, pour aller au-delà du rationnel, évidemment. Alors, l'intelligence, on a un verset dans Tehillim qui nous dit comme ça, Reshit Chochma, le début de l'intelligence, tu sais c'est quoi? Irat Hashem. Au tout début, l'intelligence est importante, attention, on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut rien savoir et qu'il ne faut pas approfondir, bien au contraire. Mais juste avant ton intelligence, tu places Irat Hashem. Tu intègres dans ton panorama la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, l'intégration de la prise en charge d'Akadosh Baruch Hu. Juste après la faute des explorateurs, on va avoir une mitzvah qui nous est transmise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé chez ces chacham, chez ces personnes intelligentes qui avaient tellement de connaissances qu'ils ont eu peur et qu'ils ont fait peur à tout le monde, il y a écrit, si vous voyez les termes, Vayotziu dibat haaretz, ils ont dit du mal de ce pays. Ils ont dit aux enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, etc. Or, quel est le terme qui est utilisé à chaque fois qu'on parle des explorateurs qui vont explorer le pays? Regardez même dans le tout premier verset, il y a écrit, voilà, c'est la tour. Veyatouru et Eretz Israël. La tour est Asher Taruota. Le verbe la tour, c'est en hébreu aller explorer, aller chercher quelque part des connaissances sur un pays que tu n'avais pas avant. Tiens, ça me fait penser à un mot en français. Ça me fait penser à un mot en français qui est immédiatement, qui vient du latin, qui est immédiatement dérivé du Lachon HaKodesh, de la langue de la création, le tourisme. Le tourisme. La tour est Eretz Kenaan. Ils sont allés faire du tourisme, pas prendre des photos, pas ramener des souvenirs, du tourisme, donc au sens étymologique du terme, c'est-à-dire aller chercher des éléments qui ne sont pas visibles si je n'y vais pas, des éléments que je ne connais pas et qui sont importants à connaître, aller chercher les failles du pays. Les villes ont des remparts, les villes sont fortifiées, il faut que j'aille trouver la faille, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Je vais aller faire du tourisme. Aujourd'hui, on va parler du tourisme. Juste avant le début des vacances, d'un tourisme très particulier dont parle la Torah. Ici, ce tourisme négatif qu'ont fait les Meraglim, d'être allé chercher, non pas des raisons pour entrer en Israël, mais d'être allé chercher des raisons pour ne pas y entrer, comme on l'a dit, c'est une erreur qui a une implication jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le temple n'est pas reconstruit. Jusqu'à aujourd'hui, on a un nombre incroyable de pays arabes qui veulent juste
la destruction totale d'Eretz Israël. Tout ça est immédiatement la conséquence immédiate de l'erreur des explorateurs. Et donc, une erreur qui crée des larmes pour toutes les générations à venir. Le Talmud nous dit « Bachitem bechiya shel chinam » vous avez pleuré cette nuit-là, le fameux 9 Av de cette année-là, vous avez pleuré des pleurs chinam, gratuits, pour rien, sans raison. Sans raison. Chaya, il dit à Kadosh Baruch Hu, je jure que cette nuit-là deviendra une nuit de pleurs justifiée, pour de vraies raisons. Cette phrase est absolument tragique et terrible. Absolument. Vous connaissez certainement cette histoire. Certainement, vous la connaissez, l'histoire de Napoléon et du 9 Av. Bon, très rapidement, pour dire, voilà, c'est le Midrash, il y a eu combien de milliers d'années, nous écrit « Ce sera un pleur pour des générations ». On a l'histoire très connue de Napoléon, qui a quand même fait pas mal de choses en vertu et en faveur du peuple juif en France, des juifs de France. Et Napoléon avait pour habitude de sortir incognito de son palais, je ne sais pas si oui, et d'aller un petit peu prendre la température du peuple et de voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, quels sont les bavardages de couloirs, de bistrots, etc. Et donc un jour, en début de nuit, il va dans les rues de Paris et dans une petite ruelle, il voit en contrebas une pièce extrêmement sombre avec des bougies par terre. Et pourquoi il s'approche? Parce que de loin, il entend des gémissements, beaucoup de gémissements. Il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Beaucoup de gémissements qui montent. Il s'approche, il voit par la fenêtre des gens assis par terre, tous en train de pleurer et de gémir. Il demande à la personne qui l'accompagne, on peut savoir ce qui se passe à Paris? Pourquoi il y a une telle assemblée qui se réunit et qui pleurent tous ensemble en s'asseyant par terre? Non, je t'explique, c'est les Juifs. Quoi? Ils pleurent la destruction du temple. Quoi? Mais attends, je connais un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient, il n'y a pas eu de destruction de temple récemment, je le sais. Non, je t'explique, c'était il y a 2000 ans. Ils pleurent aujourd'hui un temple détruit il y a 2000 ans. Avec ces sanglots-là? Oui. Et cette phrase donc très connue de Napoléon, si elle est, en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendue, un peuple qui se souvient comme ça de son passé est un peuple qui a de l'avenir. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et donc, c'est les explorateurs qui ont créé ce pleur Bechiya les Doroth, un pleur pour les générations. Et donc forcément, si je veux réparer une faute qui a des implications transgénérationnelles, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir une mitzvah qui a la capacité de réparer à l'échelle transgénérationnelle pour toujours. Juste après, dans la parashat Shlach Lecha, on a comme un cheveu dans la soupe une mitzvah qui nous est transmise. Pourquoi je vous dis comme un cheveu dans la soupe? Ramban Nachmani nous dit, je vous explique. Shemot, sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. Ensuite, tu as une série dans Mishpatim, une série de mitzvot. Tac, plein de mitzvot. Vaikra, toutes les mitzvot autour du Mishkan. Ok? Bamidbar, 4e livre, c'est quoi? Non, Bamidbar, justement, c'est le grand ratage des explorateurs. On ne peut pas rentrer en Israël. On n'était qu'à 11 jours, mais il va y avoir 40 ans. Et on nous raconte tout ce qui s'est passé pendant 40 ans de désert. On nous raconte l'histoire du peuple juif Bamidbar, dans le désert. Le 5e livre étant le grand discours de Moshe à la veille de sa mort, qui répète tout ce qu'il y avait avant. Et donc Ramban Nachmani dit Bamidbar n'est pas un livre de mitzvot. Les mitzvot ont été donnés, ça y est. Bamidbar est plutôt un livre historique qui te raconte, suite à cette faute, ce qui s'est passé. Demande Ramban, d'où sort cette mitzvah de tzitzit tout d'un coup? Juste après la faute des explorateurs, on vient et on te raconte, et vous porterez, quand vous porterez un habit à 4 coins, vous mettrez sur les 4 coins des fils blancs et des fils bleu-azur, techelet, vayalachem les tzitzit, uritem oto, usrartem, et kol mitzvot Hashem, etc., etc. Le fameux passage des tzitzit, qu'est-ce qu'il fait ici? Les chachamim remarquent immédiatement que tout le passage des tzitzit, qui vient juste après le passage des meraglim, est rempli d'un mot, lequel? Le mot tourisme encore, tiens. Velotaturu, achare levafrem, ve'achare nechem. À quoi ils servent les tzitzit? Vous avez déjà essayé de raconter, d'expliquer à des goïms à quoi ça sert? Vous savez, quand on part à la montagne avec les enfants et qu'il y a
des voisins qui sont là et qu'il y a les garçons avec leurs ficelles qui pendent, comme ils disent « Oh, ils ont des ficelles, c'est quoi ?» Grand instant de solitude. Expliquez ce que c'est que les ficelles. Je me rappelle d'une fois, on était petits en vacances, c'était mes frères qui portaient des... J'avais 5 frères, donc ils avaient des tzitzit, et les gens disaient « Mais vous êtes des parachutistes ou quoi ?» Bah, apparemment, les parachutistes, ils ont plein de ficelles. Ça doit être ça. Donc, ces ficelles-là, aux 4 coins, déjà, aujourd'hui, on ne s'habille plus avec des ponchos. D'accord? C'est plus trop à la mode, les ponchos. Or, la mitzvah de tzitzit ne fonctionne que si tu portes un habit à 4 coins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on aime tellement la mitzvah de tzitzit, on fabrique exprès un habit à 4 coins, donc avec juste, on enfile par la tête, 4 coins, pour qu'il ait l'obligation, qu'on ait l'obligation de mettre aux 4 coins 7 fils blancs et un fil téchelet. Dans la Torah, téchelet bleu azur. Pourquoi? Pourquoi vous mettez des tzitzit? Les tzitzit, c'est pour que l'otaturu achare nechem va achare levafrem. Vous savez quoi, les juifs? Le tourisme, ça ne vous a pas fait du bien dans l'histoire des explorateurs. Il y a un problème avec les yeux. Des fois, vos yeux vous montrent ce que vous voulez regarder. Ils écrivent l'otaturu achare levafrem, d'abord votre cœur. Complètement, c'est en lien direct. Bien sûr, achare levafrem, vous ne devrez pas suivre votre cœur et vos yeux. Normalement, c'est d'abord vos yeux et votre cœur. Oui, mais quand ton cœur a déjà fixé ce que tu as envie de voir, tes yeux vont voir ce que ton cœur a fixé. L'otaturu, attention à ce mauvais tourisme avec les yeux. Dans la Haftara de cette semaine, on a un personnage magnifique qui nous est présenté. C'est le personnage de Rachav. Vous savez que la Haftara est toujours liée avec la paracha. Dans la paracha, on a la grande boulette, erreur monumentale des explorateurs. La Haftara, c'est 40 ans plus tard, 2 personnes vont être envoyées à Yéricho pour explorer la ville de Yéricho. 40 ans plus tard, on va vraiment rentrer en Israël. On va explorer la ville de Yéricho pour voir comment pouvoir rentrer. C'était la ville la plus fortifiée d'Eretz Israël. Et Rachav est une femme qui nous est présentée dans la Haftara, qui est une aubergiste, en réalité, prostituée de métier, 40 ans de métier s'il vous plaît. Or, la Gemara nous dit que Rachav est une des 4 femmes Miss Univers de tous les temps. Vous ne connaissiez pas ce concept. Ça veut dire que depuis la création du monde, une des 4 femmes les plus belles depuis la création du monde. Rachav, largesse, ça veut dire. Rachav, on allait la visiter, ses clients venaient la voir de tous les pays du monde. C'était, voilà, prostituée de luxe, on dirait. D'accord? C'est-à-dire, et la Gemara va même nous dire que juste dire son nom faisait fauter des hommes. Rien que d'entendre son nom, tellement que c'est un truc fou, waouh, waouh, waouh. Or, Rachav habite une maison qui est contiguë au rempart de Yéricho. Ils se disent, ils ont peur de se faire remarquer, les 2 explorateurs de 40 ans plus tard, et ils se disent, on va aller se planquer. On a remarqué notre présence à Yéricho. Toute la ville de Yéricho sait que le peuple juif, depuis 40 ans, est protégé par Hachem, a gagné des guerres de façon miraculeuse contre Amalek, etc. Waouh, ils vont bientôt rentrer en Yéricho. À Yéricho, on a peur. Donc, ils sont alertes. Et on a remarqué qu'il y a 2 hommes qui sont entrés dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher. Là, on ne va pas les chercher chez Rachav. Et qu'est-ce qui se passe chez Rachav? Quelque chose d'hallucinant. Rachav constate quelque chose d'incroyable. Elle qui a l'habitude de, comment dirais-je, de l'appétit des personnes qui viennent chez elle, voit 2 juifs qui arrivent chez elle et de 1, ne lui demandent pas ses services. Bizarre. De 2, ne profite aucunement de sa présence d'une quelconque façon, de son existence. Et de 3, encore plus, et c'est ça qui va la rendre dingue, ne profite pas pour au moins avoir un plaisir visuel. Ok, on est juif, on fait rien, mais waouh! Elle est belle cette affiche. Waouh, ce mannequin! Où commence l'infidélité? C'est une vraie question. La pensée, l'acte, le SMS, le... Voir, est-ce que... voir, pas voir. Comment dirais-je? Admirer, prendre du plaisir à voir. Est-ce que déjà, alors communément tout le monde dirait bah, aucun rapport. Je vais à la plage avec mon mari. Comment je sais pas comment faire pour remercier Akadosh Baruch Hu que chez nous on va pas à la plage mixte. Je me dis comment ils supportent. Je sais que beaucoup de femmes me disent c'est dur de cesser la plage, mais c'est dur. Et moi j'ai envie de leur dire mais comment vous faites pour aller sincèrement?
Comment vous faites pour supporter Imkol HaKavod, je veux dire, même si tu fais attention à toi, etc., à un moment, à la plage, il y a toutes sortes de visions que... Moi, je remercie Akadosh Baruch Hu de ne pas devoir subir la concurrence, entre guillemets, désolée de m'exprimer comme ça, mais de ne pas avoir à supporter ça, à supporter qu'il ait à voir toutes sortes de créatures, voilà. Et donc Rachav, qu'est-ce qui la rend dingue, Rachav? Elle leur dit, c'est la première fois que des hommes rentrent dans ma maison et ne font pas un tourisme visuel. C'est la première fois. Qu'est-ce qui vous arrive? Je t'explique. On a une mitzvah. C'est la mitzvah de tzitzit. Tu vois ces fils qu'on a à notre habit? On ne peut pas faire de tourisme visuel, c'est impossible. Même nos yeux, c'est quelque chose qu'on doit garder, qu'on doit préserver. C'est dingue. Dans la société d'aujourd'hui, qui est une société entièrement visuelle, entièrement de l'image, entièrement du profit, ça va, c'est quoi? C'est pas une faute, j'ai juste regardé, j'ai juste maté, j'ai juste... Où tu imagines un peuple qui a une telle exigence de moralité extrême que même mes yeux, vélo tatou, tu fais pas un tourisme visuel, vous comprenez ce que je veux dire quand j'utilise ce terme. Elle ne revient pas à Rachav. On va revenir à Rachav, parce que la suite de Rachav, c'est la suite de l'histoire de Rachav. Je vous laisse en suspens. On en revient. Et donc les tzitzit. Les tzitzit, maintenant je vais vous expliquer. L'explication que donne Rav Moshe Shapira sur la mitzvah de tzitzit. Cette mitzvah qui te donne la capacité de vélo tatourou. Ça a l'air dingue. Quoi? C'est une ségoula? Ça veut dire sans faire aucun effort. Je mets des tzitzit et bim, je suis protégée. Mes yeux sont protégés. J'ai presque envie de vous dire, c'est une paracha étonnamment pleine de ségoulottes. Ségoulottes, ça veut dire des méthodes, des moyens qui ne sont pas du tout rationnels. Forcément, la peur étant irrationnelle, les méthodes que te donne la paracha, c'est des méthodes irrationnelles pour dépasser cette peur. Elle est pleine de ça. Par exemple, Hoshea va avoir un nouveau nom, on lui rajoute un yud, il va s'appeler Yehoshua. Elle va expliquer à quelqu'un, je lui ai changé de nom, ça lui a changé son destin. Ou bien le fait d'aller prier sur la tombe des tzadikim. Comment ça se fait que Yehoshua n'a pas été d'accord avec les 10 autres explorateurs? Yehoshua et Caleb, ils sont 2 sur 12 à avoir dit vous êtes des malades, on va y aller, Yachonu Chalo, on va réussir. Ils n'ont pas été d'accord parce qu'ils sont allés prier à Hebron sur la tombe des patriarches et des matriarches. C'est rationnel? Pas du tout. Les tzitzit, c'est rationnel? Pas du tout. Mais on va toutefois, on a une mitzvah, même dans une mitzvah qui est un chok, qui est irrationnel, on a la mitzvah d'essayer un petit peu de ressentir quel est son sens, quel est le sens de cette mitzvah. Le Rav Shapira explique. La mitzvah, c'est d'avoir 4 coins, 8 fils, 8 x 4, 32, 7 fils blancs, un fil, pétil, techelet. Techelet, c'est bleu azur. C'est important à préciser. Aujourd'hui, malheureusement, on ne sait plus trouver ce bleu azur issu d'un escargot de mer qui s'appelle le chilazone. On n'arrive plus à trouver ce bleu azur. Donc aujourd'hui, on maintient la mitzvah avec que des fils blancs, quoique la vraie idée de la mitzvah, c'est le fil bleu azur. Pourquoi bleu azur? Nous dit la Gemara, parce que en les regardant, uritem oto usrartem, tu vas le voir, usrartem, et vous rappellerez, et kol mitzvotai. Toutes les mitzvot. Waouh! Attends, je regarde mes tzitzit. 613 mitzvot, d'un coup, je me rappelle vraiment, ça fait un peu beaucoup. Non. Kol mitzvotai, quelque chose qui te rappelle la notion de kol, de tout, l'entité, la totalité. Dans le mot techelet, vous voyez le mot, je vous l'ai mis volontairement dans la feuille, techelet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tav, kol, et encore un tav. 2 tav et le mot kol au milieu. Techelet, c'est quelle couleur? Bleu azur, comme quoi? Comme la couleur, nous dit la Gemara, vous rappelle, ça va vous faire penser à la couleur de la mer, qui va vous faire penser à la couleur du ciel, et le ciel va vous faire penser au Kiseh HaKavod, qu'on traduit mal par trône céleste. En réalité, le trône de Kavod. Or, 32 fils sur les 4 coins des tzitzit, c'est la même guématrie à valeur numérique que le mot Kavod. Tu dois avoir un habit de Kavod, qui te fait penser à la mer, qui te fait penser au ciel, qui te fait penser au trône de Kavod. Qu'est-ce que c'est dire? D'abord, je ne peux pas penser directement au trône de Kavod, je suis obligée de passer par la mer, par le ciel. Qu'est-ce que c'est? La couleur bleu azur,
C'est comme ça qu'Hachem a créé le ciel. Écoutez bien, c'est très important et c'est passionnant. Comme ça qu'Hachem a créé le monde, que la couleur bleu azur est la couleur que tu vois, obligatoirement quand tu regardes à l'infini. Quand rien ne vient arrêter ta vue. À Paris, c'est difficile, très difficile même, c'est très rare, mais quand ça arrive que vous ayez un petit rayon sans nuages, où on voit le ciel, vous regardez le ciel, forcément, vous voyez du bleu azur. C'est la couleur de l'horizon. C'est la couleur de l'infini. La mer, c'est quoi? C'est aussi quelque chose qui est infini, qu'on arrive toutefois à conceptualiser. Elle est finie par quoi? Par les rivages. Mais les rivages tout seuls, tu te dis comment ça se fait que la mer ne vient pas envahir le monde entier? Kadosh Baruch Hu lui a dit stop, tu vas t'arrêter au rivage. Donc c'est l'infini. D'ailleurs la mer, l'eau c'est le monde des possibles, je crois que je vous l'ai souvent expliqué. L'eau prend toutes les formes, l'eau prend tous les goûts, l'eau prend toutes les couleurs, d'accord? Pas de goût, pas de couleur. Donc c'est le monde des possibles toujours, c'est l'infini. Un infini toutefois que tu arrives à imaginer. Et le ciel, est-ce que c'est un infini que tu arrives à imaginer? Quand vous lisez, je ne sais pas si ça vous intéresse un peu, dans les sciences et vie, l'astrophysique, quand on réfléchit à la taille de l'univers, l'infini, combien de zéros, combien d'exponentiels? C'est un chiffre qu'on peut écrire, mais qu'on ne peut pas conceptualiser. Impossible, le chiffre de l'infini. Et cet infini doit te faire penser à l'infini absolu, à Kadosh Baruch Hu, le Kisei HaKavod. Ça veut dire que les tzitzit, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient te rappeler ton kavod personnel. Parce que souvent, dans les textes du Nar, l'homme est appelé kavod. Comment le Maharal me décrit c'est quoi le kavod? La définition du kavod, c'est quand la partie invisible est supérieure à la partie visible. Ça, c'est le kavod. On est d'accord que la partie visible, c'est à peu près rien chez l'homme. On a un monde intérieur d'une richesse incroyable. Quel kavod! Dès que c'est dévoilé, c'est pas kavod. C'est comme ça, c'est dans les termes du Maharal. Quand tu vois tout, tu sais tout. Imaginez quelqu'un qui vous raconte toute sa vie tout de suite, qui déballe tout. Tout de suite, tu vas dire, mais je le connais depuis 5 minutes, il me raconte sa vie dans les moindres détails. Il y a un problème. Le kavod, c'est justement cette capacité à avoir une partie non dévoilée, une partie intérieure, une partie invisible. C'est ton kavod. Ce kavod, on a 4 côtés. Kavod, c'est la gematria, qui doit te faire penser au Kisei HaKavod. Parce que tu sais pourquoi? Parce que ta partie invisible intérieure, elle est issue de quoi? Du Kisei HaKavod. C'est pour ça que tu t'appelles Kavod. C'est issu du Kisei HaKavod. Il y a chez toi une dimension de Kavod. Et donc, normalement, ta partie intérieure, ta Neshama, aurait envie de retrouver son origine, le Kisei HaKavod. Mais on est enveloppé dans un corps. Et c'est peut-être ce qui explique, c'est une explication personnelle, mais qui me semble être judicieuse, je pense. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Que les jeunes cherchent toujours à ressentir et à vivre quoi? Des sensations de l'extrême. L'extrême, l'infini, Téchélettre, voir jusqu'à l'infini, jusqu'à l'horizon. Je viens de ça, je viens de l'infini. Les jeunes cherchent toujours de l'extrême. Sauter de je sais pas quel truc et tu risques ta vie presque, mais c'est des pics d'adrénaline. Tu es là, tu te dis mais pourquoi tu te mets dans cet état, mais t'as envie de l'arrêter, t'es angoissé. Non, et c'est toujours plus, et toujours encore, sans parler, allez-nous de toutes les substances qu'ils prennent aussi pour avoir des sensations d'extrême en négatif là, bien sûr. Mais d'où ça provient? Je veux parler du côté positif, ça provient de cette sensation qu'à l'intérieur de moi il y a quelque chose qui est infini, qui est extrême. Et je veux retrouver ça. Et la Torah, elle vient à travers les textes, elle te dit, tu as une autre façon. Tu as une autre façon de te lier à quelque chose qui est extrême. Ces fils, c'est un lien. C'est un lien pour que tu ne sois pas quelqu'un qui est du sans-fil, d'accord? Une Wi-Fi en mode tourisme absolu. Non, 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 attention, il y a un lien qui te tient directement avec le Kisei HaKavod. Je dois vous raconter, il y a 2 ou 3 jours, d'ailleurs, en préparant ce cours, ça m'a fait penser. Je courais, parce qu'on avait donc le mariage à préparer, je courais avec mon fils au centre commercial, j'avais 2-3 bricoles à faire, mon fils qui a 9 ans, et je rentre dans un magasin de collants, parce qu'il faut acheter des collants, tout simplement, et moi, bien sûr, le truc que tu remarques absolument pas, c'est qu'en face de toi, sur le mur entier, la totalité du mur, c'est une splendide affiche, sûrement photoshopée, très peu vêtue, pour dire les choses, voilà, très, très peu vêtue. Et moi, je ne l'ai pas vue.
Je viens, je prends mes trucs, je vais à la caisse, et là je vois mon fils qui est comme ça. Ma beauté. Alors je le vois, il me dit, maman cache-moi, cache-moi. Quoi cache-moi? De quoi t'as peur chérie? Maman cache-moi, je veux pas voir l'image pas de sa noix. Je l'aurais pris et je l'aurais bouffé. De quoi tu parles chérie? Jusqu'à ce que, c'est énorme, c'est tellement énorme que je ne le vois pas. Je l'aurais bouffé. Jamais je lui ai dit. Ça m'est jamais arrivé de lui dire, petit en plus. Mais c'est les tzitzit. Moi je pense que c'est les tzitzit. Moi, je pense que c'est... La Torah me dit, dès qu'un enfant sait s'habiller tout seul, dès qu'il a en âge de s'habiller tout seul, c'est vers 2-3 ans, tout de suite, vous lui mettez des tzitzit, tout de suite, ça lui protège le regard. C'est rationnel, c'est pas rationnel, ce que je suis en train de vous dire. Pas rationnel. Ça protège le regard de nos garçons, de nos maris, les tzitzit. Ça les lie à quelque chose de l'ordre du techelet. Techelet, c'est l'infini, c'est l'invisible, c'est quelque chose qui te lie au kissé à kavod, parce que toi aussi, tu es dans l'ordre de ce kavod. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les Meraglim, et pourquoi les tzitzit viennent réparer la faute des Meraglim? Les Meraglim ont fait une erreur monumentale. Laquelle? On la comprend quand on lit le soir de Tisha B'Av, les kinotes de Jérémie, Irmiyahu. Les kinotes sont écrites selon l'ordre de Aleph, Bet, Gimel. Or, on remarque une bizarrerie dans ces kinotes, c'est que, alors que c'est fait dans l'ordre alphabétique, tout d'un coup, on a la lettre P qui intervient avant la lettre Aïn. Normalement, il y a Aïn, P dans l'ordre alphabétique. Sauf que, vous savez que Aïn, c'est une lettre de l'alphabet, mais c'est aussi l'œil. P, c'est une lettre de l'alphabet, mais c'est aussi la bouche. Qu'est-ce qui se passe? De là, la Gemara dans Sanhedrin nous dit, ah, ils ont mis la bouche avant les yeux. Vous voulez que je vous explique c'était quoi le tourisme des explorateurs? Vous voulez que je vous explique c'est quoi notre tourisme à nous? Toutes sortes de tourisme qu'on fait, que ce soit sur Explorer ou ailleurs. On fait le tourisme qui mène à un vrai problème de vision, c'est quand tu mets la bouche avant les yeux. Or, d'habitude, les yeux, c'est un capteur. D'accord? Les yeux captent des informations. Et la bouche, c'est quoi? Elle exprime des choses. Donc, normalement, j'intègre des informations et en fonction de ces informations, je vais m'exprimer. Ils ont mis la bouche avant les yeux, c'est-à-dire qu'ils avaient d'abord décidé de ce qu'ils allaient dire avant de voir. Vous auriez dû d'abord mettre l'œil avant la bouche. Et combien de fois on fait ça? Combien de fois on cherche à voir quelque chose? On est ce que j'appelle des détecteurs de défauts, détecteurs de problématiques. Vous savez que ce qu'on vit aujourd'hui dans les médias par rapport à Eretz Israël, c'est exactement un copier-coller du problème des explorateurs. On est là, on s'insurge. Oui, État apartheid, n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'ils montrent? Ils ont fait, vous avez vu ce qu'ils ont fait comme documentaire qui est complètement antisémite, complètement. C'est quoi? Vous savez ce qu'ils font? C'est très simple. Ils ont une info. Israël, État apartheid. Israël, un État qui colonise. C'est une info. Une fois que tu as dit la bouche, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher les yeux? La caméra va chercher quoi? À confirmer ce qui a été dit. Donc ils vont chercher, je ne sais où, je ne sais comment, ils vont avoir beaucoup de mal certes, mais ils vont chercher ce que la bouche a dit. Le monde est rempli de mots, et ensuite les médias viennent essayer de coller des images, d'essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir donner du sens et de la force à ces mots. Mais si tu as changé l'ordre c'est important, l'ordre c'est l'ordre de la création du monde. Le monde a été créé avec des lettres, avec le Lachon HaKodesh. D'abord le Aleph, Echad, ensuite le Bet, ensuite le Gimel. Si tu changes l'ordre des lettres alphabétiques, c'est-à-dire que tu changes l'ordre de la création du monde. Et donc, ici, il y a une erreur terrible. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer la faute des explorateurs? Vélo Tatourou, on a une ficelle qui nous permet de voir du trélet. Le trélet, c'est le bleu azur. C'est ce que je vois quand je regarde à l'infini. Vous vous souvenez dans le Roi Lion, regarde au-delà de ce que tu peux voir, de ce que tu vois, au-delà de ce que tu vois. Tes yeux voient des choses rationnelles, paramètres, je peux les écrire. Je m'arrête là? Non. Si tu as envie de voir du trélet dans ta vie, tu dois aller au-delà. Dans l'exemple des Meraglim, c'est quoi aller au-delà? Vous avez vu des enterrements? Ok, vous savez quoi? Ça, c'est une donnée rationnelle. Tu as vu que ce que tu as vu. Tu n'as pas regardé du trélet.
Tu n'as pas regardé l'infini. Tu n'as pas intégré dans ta perception la connaissance de l'infini. La connaissance que tu es pris en charge par Akadosh Baruch Hu. D'où je le sais. Parce que les enterrements, c'était quoi? C'était volontairement. Akadosh Baruch Hu avait fait que des chefs de tribus ou des chefs de peuple meurent tous en même temps pour qu'ils soient tous occupés à les enterrer pour qu'ils ne vous voient pas espionner. Waouh! Tu vois comment c'est différent quand tu intègres l'infini dans ta vision réelle? C'est tellement différent. Et vous avez vu des géants? Ah bon, vous avez vu des géants, des personnes énormes, et c'est impossible rationnellement de les combattre. Alors ça, c'est ta vision réelle. Et si tu intègres le Techelet, l'infini, l'invisible, si tu l'intègres, ça donne quoi? Nous dit le Or HaChaim Akadosh, je dois vous dire qu'en préparant ce cours, c'était dimanche ou lundi, en préparant ce cours, j'ai lu ce Or HaChaim Akadosh et il m'a fait pleurer. Pourquoi il m'a fait pleurer? Parce que ce Or HaChaim Akadosh me dit la chose suivante. Quand tu vois que, Or HaChaim, ne vous imaginez pas que vous ayez la possibilité de conquérir ne serait-ce que la plus petite des villes. Pourquoi? Parce que vous avez raison d'avoir peur, c'est des villes fortifiées, il y a des géants. Ok, alors comment on fait pour ne pas avoir peur? Le pays que je vous donne, non, il leur a montré un peu plus puissant et nombreux, afin qu'ils puissent prendre conscience, écoutez, du miracle dont ils sont l'objet, qu'ils n'aient pas peur, car ce n'est pas par leur force qu'ils obtiendront le pays, mais par la force de celui qui peut tout. Je vous explique, il est en train de dire que quand dans la vie, tu es en face d'une épreuve qui est juste insurmontable, techniquement, je ne peux pas franchir cet obstacle. Impossible, impossible. J'y arriverai pas. Je sais que j'ai pas les forces. Alors tu sais quoi? Si tu es dans ce cas-là, dit le Or HaChaim Akadosh, comme c'est le cas des explorateurs, tu peux te réjouir. Ça veut dire que c'est pas toi qui va faire le boulot, puisque tu peux pas. Ça veut dire que, or, tu es obligé de le franchir cet obstacle. Akadosh Baruch Hu va faire ce travail à ta place. Pourquoi dimanche ça m'a fait pleurer? Parce que comme vous le savez, j'étais à la veille du mikvé de cette jeune fille dont je vous ai parlé et dont le mariage a eu lieu hier. Et la posture qu'il fallait que je prenne de l'accompagner sous la roupa, etc., alors qu'il y a une maman qui est en bonne santé, qui est là grâce à Dieu. Quand la maman n'est pas là, quand elle est disparue, c'est une chose, mais il y a une maman, et pour des raisons tragiques et qui sont les leurs et qu'on ne va absolument pas juger, elle n'est pas là physiquement. Elle te demande cette posture qui, il me semble, pour moi, était insurmontable. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux venir prendre la place de quelqu'un qui existe? Comment est-ce que tu peux venir prendre une place qui n'est pas la tienne? Comment est-ce que tu peux donner un soutien à une personne qui vit quelque chose d'aussi difficile et tragique que ça? Comment? Et plus la date avançait, comment je peux l'amener au mikvé? Comment je peux... Tout ce que la maman fait, tout ce qui est de l'ordre de l'intime, de l'ordre du personnel. Plus la date avançait, et plus le nœud qui te prend et que tu te dis c'est impossible, je ne peux pas, Kadosh Baruch Hu, je peux pas. Et tout d'un coup je tombe sur ce Or HaChaim Akadosh, je me dis waouh, je l'ai pris pour moi. Quand tu sais que tu peux pas, c'est inimaginable, dis-toi quelqu'un va faire un travail à ta place. Tu t'effaces, tu t'oublies, tu réfléchis pas. N'essaye pas de dire les paramètres. Alors si je fais ça, alors il faut que je dise ça ou il faut pas que je dise ça. Et si je lui rappelle que, à ce moment-là, elle va se mettre à pleurer. Et si je dis pas d'un autre côté, alors ça veut dire que je fais pas attention. Stop, stop. Ne réfléchis même pas ni à ce que tu dis ni à ce que tu dis pas. Prie toujours le lien avec Akadosh Baruch Hu, toujours. Et dis-toi que tu ne fais pas le travail. Le Or HaChaim me dit que les explorateurs, s'ils s'étaient dit que justement c'est insurmontable. Donc je n'ai pas à les raconter que c'est insurmontable. Quoi, Hachem il m'envoie espionner un pays pour dire, vous savez quoi, c'est insurmontable? Quel intérêt? Dis-toi, ah ok, c'est insurmontable. Ça veut dire qu'on va pas, c'est pas nous qui allons le faire. Tout simplement. Je reviens à Rachav et je finis avec Rachav. Je finis avec Rachav. Rachav, je vous ai dit, elle hallucine, elle dit d'où ça existe un peuple qui a un tel niveau de morale que même du tourisme visuel ils ne font pas. D'où ça existe. Elle s'émeut énormément de ces deux hommes. Et justement, ils lui disent, tu sais, si tu mets un fil rouge attaché à ta fenêtre, toute ta maison, toutes les personnes qui sont à l'intérieur vont survivre, ne seront pas touchées par la guerre de Yéricho. L'histoire de Rachav, c'est que elle va se convertir. Rachav va se convertir, va devenir juive. Elle va se marier avec qui, s'il vous plaît? On ne fait pas dans la dentelle, hein. Yehoshua ben Nun, le successeur direct de Moshe Rabbeinu,
carrément, une tchouva phénoménale. Après 40 ans de métier, elle devient Rachav. Sauf que Rachav a changé de nom. Rachav, ça veut dire large. Waouh, large possibilité de choix. Tout le monde. Elle devient qui? Tikvat. Tikvat, il y a le mot kav dedans. Kav, c'est un trait qui relie 2 points uniquement. Moi et lui. C'est tout. Elle réussit à faire ce passage extraordinaire. Et quand elle s'émeut devant ces 2 méraglim, et elle leur dit, mais alors vous avez cette mitzvah extraordinaire de réussir à voir l'infini, d'intégrer l'infini dans la vision réelle, de ne pas vous arrêter à juste les paramètres de votre vision physique, sensitive, des sens. Et moi si je veux faire tchouva, et moi si je veux devenir juive, c'est une mitzvah masculine, les tzitzit. Et moi, comment est-ce que je peux faire pour me lier? Est-ce que moi aussi j'ai une ficelle qui m'accroche au trône céleste, au Kisei HaKavod? Et les Meraglim, et lui dire, bien sûr, les femmes juives ont, elles, 3 mitzvot qui les raccrochent directement, immédiatement au Kisei HaKavod. Les 3 mitzvot que nous connaissons qui sont Chala, Nida et Hadlaka. Et Rachav va dire, le Yalkut Shimoni, le Midrash, rapporté par Rashi, va dire cette phrase, je vais m'arrêter avec ça, qui est extrêmement émouvante. Elle va dire, j'ai fauté par 3 façons. Mais elle a gardé toutefois dans sa faute un point de boucha, un point de pudeur. Lequel? C'est que bien qu'elle faisait ce métier, d'accord, elle tenait à ce que les hommes qui viennent chez elle ne passent pas par la porte principale. Elle tenait à ce qu'ils passent par, qui grimpent le rempart. Je vous ai dit que sa maison était contiguë au rempart, donc il grimpe la muraille du rempart. Ensuite, il y avait une corde accrochée à sa fenêtre. Il devait monter la corde et ensuite passer par la fenêtre pour arriver chez elle. Rachav dit, justement, du fait qu'elle a gardé ce point de boucha, ce point de tsniout, on va dire, elle dit, j'ai fauté par 3 éléments. La muraille, la corde et la fenêtre. Qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne par les 3 mitzvot. Le mur qui se situe entre un homme et sa femme pendant la période de Nida, la corde qui est tressée, la chala que l'on tresse, et par les bougies de Shabbat qui éclairent, comme la fenêtre qui fait passer la lumière, par les bougies de Shabbat qui vont éclairer mon foyer. 3 mitzvot qui, toutes les 3, ne sont rien d'autre que créer un lien d'intimité avec Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans une pâte à pain, la matérialité absolue, que ce soit quand j'allume les bougies de Shabbat, Shabbat qui est un jour entièrement Kadosh spirituel, je mets Hachem dans l'entrée de ce Shabbat, je mets Hachem dans une pâte à pain ultra matérielle, et je mets Hachem dans quoi? Dans la jonction des 2 qui est la mitzvah de Nida, qui est, au lieu de vivre un acte qui est juste un acte charnel, c'est un acte qui devient un lien non seulement de 2 corps, mais de 2 neshamot, c'est-à-dire à la fois dans le matériel, cet espace-là qui lie le matériel et le spirituel se trouve exactement dans la mitzvah de Nida. Je conclus avec Rachav qui devient Tikvat. Tikvat qui est d'ailleurs lié au mot mikvé, qui ne veut rien dire d'autre que l'espoir d'autre chose, l'espoir de mieux. Dans ces 3 mitzvot, il y a la notion d'un nouveau début. Shabbat, c'est le nouveau début, une nouvelle semaine. Ça crée la semaine à venir. Chala, dans le mot chala, c'est hatchala, c'est un départ. Hatchala, c'est le début. Et mikvé, c'est l'espoir. L'espoir de pouvoir créer quelque chose d'encore plus intense, avec encore plus de sens dans la relation de couple. Avec ces 3 messages d'espoir, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Je vous souhaite de réussir à créer un lien avec Akadosh Baruch Hu tout au long, avec du bleu azur, avec la couleur que vous voudrez, que vous soyez capable de voir jusqu'à l'infini et de vous lier au Kisei HaKavod Bezrat Hashem. Et on se retrouve après les vacances. Je me ferai un plaisir de vous retrouver.